L'heure des sages. L'heure des sages. Depuis la nuit des temps, l'homme est attiré par le mystérieux, le monde invisible, ce monde qu'il croit ne pas connaître. Et puis est apparu ce que l'on appelle les médiums. Ce sont des personnes qui sont en contact avec le monde invisible. Et quand je regarde sur Internet, je constate le grand succès de ces médiums. Comme s'ils étaient la porte entre nous et le monde invisible, afin que nous puissions avoir accès à cet univers divin, comme si nous puissions avoir accès au mystère des mystères, comme si nous puissions avoir accès à une connaissance et à la vérité. Pour ma part, il me semble que la médiumnité n'est pas du tout une fin en soi, qu'elle est une porte comme une autre, ni supérieure ni inférieure. Pour en savoir un petit peu plus sur cet univers, l'Heure des Sages invite une médium qui s'appelle Sorine André. En plus d'être médium, Sorine est psychosomatothérapeute. Elle va nous expliquer à partir de quel âge elle a pris conscience de sa médiumnité et pourquoi elle est devenue psychosomatothérapeute. J'espère que ça répondra à quelques interrogations que vous avez sur la médiumnité et la place du médium. Bonne émission. Bonjour Sorine. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est pour avoir quelques précisions sur ce monde de la médiumnité, de la voyance et de la psychologie, puisque tu es aussi thérapeute. Mais avant que nous parlions de tout ça, j'aimerais savoir, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais médium ? Eh bien, je me suis rendu compte à l'âge de 13 ans et demi. Alors, ma vie a beaucoup été marquée par des demi, donc 13 ans et demi. En fait, un matin, en allant prendre mon petit déjeuner, je descends les escaliers et en bas, je vois un petit garçon habillé en jaune sur un vélo, donc à l'intérieur de la maison, qui passe devant moi. Je ne me suis pas formalisée, je me suis dirigée vers la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Et là, j'ai vu tout un tas de défunts qui étaient là. Certains me voyaient, d'autres ne me voyaient pas. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner tout naturellement, comme si c'était normal. T'as pas eu peur, t'as pas été effrayé, t'as pas eu une réaction d'étonnement. Pour toi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. J'ai évolué dans un monde où la médiumnité, l'ésotérie étaient tout à fait normales. Donc, je donne toujours cet exemple un peu amusant, mais à l'adolescence, on a tous un peu les poils qui poussent. Eh bien, pourquoi on n'aurait pas des visions qui apparaissent ? Pour moi, c'était pas plus différent que un changement dans notre vie. C'était normal. C'est-à-dire, tu as grandi dans un monde que faisaient tes parents ? Alors en fait, c'est surtout, mon père est décédé quand j'avais 7 ans et demi et à partir de là, ma mère s'est vraiment tournée vers ce domaine parce qu'elle voulait reprendre contact avec lui, évidemment. Et elle s'est mise à utiliser le pendule, la table, les verres, la table qui bouge, le verre qui bouge, les boules de cristal, les cartes. Donc depuis mes 7 ans et demi, j'ai évolué dans cet univers où ma mère avait vraiment besoin d'explorer tout ça et j'ai vu, pour moi c'était absolument normal. Je pensais que ça se passait pareil chez tout le monde, ça m'a pas choquée, c'était juste au même titre qu'on mange certains aliments dans des familles, là on pratiquait l'ésotérie, c'était normal. En fait, tu es en train de nous dire que lorsque ta mère essayait de contacter ton père, tu étais à côté de ta mère. Quand ta mère faisait du pendule, tu étais à côté de ta mère. Enfin, tu as participé à toute cette aventure que ta mère a voulu explorer.
Pas toutes, mais certainement pas toutes. Mais il y a des moments où j'étais présente et puis c'est des objets qui étaient visibles. Elle les cachait pas. Le pendule était posé. Je savais à quoi ça servait. Ces objets-là étaient posés et j'avais vraiment la connaissance de ce que c'était. Après, j'ai pas assez de souvenirs pour vraiment dire. Je me rappelle pas du tout d'avoir assisté à une séance de verre qui bouge ou de table. Verre peut-être. J'ai pas une bonne mémoire de cette époque. Je côtoyais cet univers tout naturellement. Et le fait que ta mère ait pris ce biais-là pour essayer de contacter ton père, ça rassurait la petite Sorine de 7 ans et demi, et tu voyais ta mère sûrement peut-être plus calme en ayant le pendule, ces séances. Toi aussi, ça te permettait d'avoir plus ou moins de sérénité? Alors, moi, quand je vis des chocs violents, ma mémoire fait blackout. Donc, j'ai pas de souvenir de mon père. Je m'en rappelle pas. Pourtant, 7 ans et demi, c'est quand même assez grand. Et c'est vraiment du vide, en fait. J'ai rien du tout. Et à la mort de mon père, ce dont je me souviens, c'est que je me suis consacrée à ma mère, en fait. C'est-à-dire faire tout pour qu'elle soit bien. Donc, si ça la rendait bien, c'était bien. S'il fallait, je sais pas, tout ce qui était bien pour elle, je m'adaptais pour que ça soit bien. Je me suis mis en hyper adaptation pour pouvoir être toujours là pour elle et que tout se passe bien pour elle. Donc après, ça n'a pas fait quelque chose vraiment pour moi par rapport à mon père. Peut-être inconsciemment ou consciemment à l'époque, mais j'en ai pas le souvenir. Par contre, ce que ça a fait, c'est que si c'était bon pour ma mère, c'était bon pour moi en fait. C'était plus ma manière de voir les choses. Et tu lui as dit à ce moment-là, quand tu as vu ce petit garçon jaune? Alors, je l'ai pas dit, pardon, parce que ça me semblait normal. Et pourquoi je l'ai pas dit à ma mère déjà? Parce que c'était l'adolescence et qu'on était en conflit à cette époque-là. Et qu'ensuite, quand je suis allée à l'école, j'en ai un peu parlé, parce que pour moi, toujours, c'était normal. Donc, du coup, j'ai vu une de mes copines qui me dit, tu sais ce qui s'est passé hier? Je lui dis, bah oui, Bidule t'a téléphoné, et puis demain, il va se passer ça. En résumé, hein. Et elle me dit, qui te l'a dit? Je dis, ben non, ça se voit parce que là, je te vois en image avec lui au téléphone. Et puis là, quand tu parles, il y a une couleur qui change à côté de toi. Donc, ça me fait ressentir que... et puis pour demain, je vois telle image. Donc là, elle me regarde d'un air estomaqué, mais sans me croire, en croyant que je lui faisais une blague, sauf qu'il s'est passé ce que je lui ai dit. Et du coup, elle a commencé à me fuir, en fait, parce que je lui faisais peur. Et j'ai commencé à faire peur dans mon collège. Donc, j'étais très partagée entre me confier à quelqu'un et en même temps la peur d'être prise pour une folle, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai arrêté d'en parler et ça a été un peu difficile à vivre un petit peu. Enfin, surtout ce domaine-là parce que j'étais traversée par les émotions des gens. Donc, parfois, je rentrais très mal alors que pour moi, ma vie, ça allait bien, mais c'était les émotions des autres qui me traversaient. Et puis ma mère quand même a vu que... Alors je ne sais plus si c'est ma mère, tiens j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est ma mère ou une de ses amies, mais ma mère tirait les cartes à cette époque-là. Et du coup, il y a une de ses amies, ou ma mère, honnêtement je ne sais plus, qui me dit tiens, tire-moi les cartes. Alors j'étais un peu choquée, mais ça c'était un tout petit peu plus tard. Et puis j'ai dit mais je ne sais pas comment on fait, puis j'ai pas de cartes. Et ma mère a dit moi j'ai un jeu que j'utilise pas, je vais te le chercher. Donc elle m'a apporté un jeu qui est le tarot maçonnique que j'ai beaucoup utilisé après. Et je l'ai fait comme ça au hasard. Et je lui ai dit des choses qui se sont réalisées. Et après, j'ai commencé à tirer les cartes. Donc je disais à ma mère que je tirais les cartes, mais je n'ai jamais vraiment parlé du reste parce que je n'osais pas, j'avais peur d'être prise pour quelqu'un de pas normal. Et j'avais vraiment peur en fait. Pas peur de ce que je voyais, hein, mais peur de ce que les autres incarnés comme moi pourraient penser de moi. Alors ça devait quand même être assez spécial entre cette adolescente qui était rejetée par les autres adolescents parce que disaient mais qu'est-ce que c'est, tout d'un coup elle voit c'est pas normal, c'est la sorcière du coin, et cette maman qui elle trouvait justement un équilibre avec tout cet univers que toi tu étais en train de vivre mais que tu lui cachais. Ça devait être un peu... Comment tu vivais tout ça en fait? J'ai eu une adolescence assez difficile, hein. J'étais pas bien du tout, beaucoup de conflits avec ma mère. C'est vrai que quand on était avec les amis de ma mère, le conflit baissait, mais quand j'étais seule avec ma mère, on avait pas mal de conflits justement,
Donc, ce qui aurait pu nous rapprocher, ça se faisait quand on était en groupe, donc avec ses amis, mais quand on était toutes les deux, ça ne nous rapprochait pas forcément. Aujourd'hui, je peux dire c'est dommage, c'est vrai que ça aurait été quelque chose qui aurait été bien, mais je me sentais tiraillée, partagée entre ce que je vois et que je ne dois pas dire, ce que je peux dire, et puis, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne savais pas. Est-ce que tu penses que tu as déclenché ce don de la médiumnité, je ne sais pas si on appelle ça un don, mais cette capacité de médiumnité, par empathie pour ta mère, même si tu étais en conflit avec elle, mais le conflit c'est toujours superficiel, on va dire que au fond de toi il y avait une grande empathie pour ta mère, et pour faire plaisir à ta mère et en disant mais voilà, maman me montre que pour être heureuse il faut naviguer dans ces eaux-là. Est-ce que tu crois que tu as déclenché cette capacité médiumnique parce que ta mère, suite à la mort de ton père, a commencé à vivre toutes ces aventures? Alors, merci pour cette question, Franck. Je vais peut-être éviter ma séance de psy. Parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est jamais venue à l'esprit, bizarrement. C'est drôle. Et peut-être, ça inconsciemment, je peux pas savoir. Par contre, je sais que ça a été déclenché après un événement violent que j'ai vécu, dans lequel j'ai été agressée physiquement. Et du coup, j'ai dû sortir de mon corps, en fait. C'est-à-dire que j'ai laissé mon corps à disposition pour l'agression, parce que moi, mon esprit pouvait pas supporter ça, mais je pouvais pas me défendre. Donc, je suis sortie de mon corps, c'est comme ça que je le vois. Et c'est après que tout a commencé. Donc, ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais tu as été spectatrice de ton agression quand tu dis que tu as sorti de ton corps. C'est comme lorsque ton père est mort, tu dis que tu as fait un blackout, donc tu oublies tout. Est-ce que là, tu as coupé et tu as tout oublié, ou est-ce que ta sortie du corps a fait que tu as vu l'agresseur faire l'agression, mais que toi, tu étais aussi coupé de ton corps? Alors, je me suis sentie coupée de mon corps parce que mes sensations corporelles, je les ressentais par moments. Par moments, je pouvais les ressentir, et dès que je les ressentais plus, en fait. Et je pouvais me voir à l'extérieur, c'est-à-dire être spectatrice, et aussi rien, c'est-à-dire ne pas être là. Donc comme si quelque chose, avec une sensation, mais c'est dur à expliquer avec des mots, une sensation où il se passe quelque chose, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais t'es pas vraiment là. Donc, et après j'ai fait un blackout encore, et j'ai oublié ça pendant des années, jusqu'à mes 25 ans où ça m'est revenu en pleine figure. Donc maintenant c'est très clair à ma mémoire, mais pendant quelques années c'était occulté tout en sachant très bien qu'il y avait eu quelque chose, je le savais, mais je voulais pas me connecter aux détails, en fait, à ce qui s'est passé concrètement. Donc, tu vis une agression, tu subis une agression, et ensuite, la capacité médiumnique commence à venir. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Ta mère vit un grand traumatisme, et elle se branche sur la médiumnité. Tu vis un grand traumatisme, tu te branches sur la médiumnité. C'est drôle, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle quand je t'entends le dire. Moi, après, je ne l'ai pas envisagé de cette manière-là, j'en sais rien. En fait, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment, pour moi, j'ai plus subi que vécu, en fait. C'était pas un moyen d'aller mieux, c'était un moyen d'aller moins bien pour moi. Au contraire, c'était quelque chose de très dur. Et jusqu'à mes 17 ans, ça m'a vraiment perturbée. Et à 17 ans, je ne sais pas ce que j'ai fait, moi, mais j'ai eu un ras-le-bol total de tout ça. Et j'ai fait un rejet, ça s'est arrêté à 17 ans pour revenir à 25 ans. Donc tu as tout rejeté, tu as fait un blackout encore. C'est ça. Encore une fois, j'ai tout bloqué. Alors pourquoi je l'ai bloqué à 17 ans? Il y a 2 événements majeurs. Déjà, c'était insupportable parce que quand je sortais dans le bus, les gens s'asseyaient à côté de moi et commençaient à me raconter leur vie. Donc entre 13 et 17, pour moi, j'étais beaucoup trop jeune pour avoir des problèmes d'adulte à entendre. Et j'utilisais des stratégies, hein. Je m'asseyais dans le bus, je prenais un livre, je me cachais derrière le livre. Je m'asseyais, tu sais, il y a des places où il y a une seule place, tu peux être tout seul. Donc les gens se mettaient debout à côté de moi et ils continuaient à me parler. C'était affreux. Je savais pas comment faire pour m'en débarrasser. J'avais plus trop envie de sortir, ou alors il fallait que je sois avec des amis pour éviter qu'on vienne me parler, mais seule, c'était un peu compliqué. Et donc il y a eu ça qui était difficile. Je prends souvent l'exemple du film Ce que veulent les femmes. Je ne sais pas si tu as vu, avec Mel Gibson. Donc il s'électrocute et à un moment donné, il entend tout ce que pensent les femmes. Alors au début, c'est super, il a plein d'infos. Et après, c'est horrible parce que c'est du non-stop 100%. Ben, moi, ça m'a fait cet effet-là.
C'est-à-dire qu'au début, j'avais des informations et petit à petit, moins j'en voulais, plus j'en avais en fait. C'est surtout ça. Et petit à petit, il suffisait que je sorte dans la rue ou que je vois quelqu'un pour lire comme dans un livre ouvert, mais que les événements douloureux. J'étais connectée qu'aux événements qui font mal. Donc pour moi, c'était... Je rentrais déjà que j'étais pas bien avec mon adolescence. Je rentrais, je pleurais. Ma mère me demandait ce qui se passait. Je lui disais, tout va bien. Donc elle avait du mal à saisir que j'aille bien et que je pleure. Mais j'ai été heurtée par tout le mal des autres, en fait. Donc ça a été trop lourd. Et deux autres choses. À 17 ans, j'ai vu une amie de ma mère qui tirait les cartes et qui m'a dit « Ah, c'est génial, quelle chance tu as. Tu es une médium et c'est ton travail, c'est ce que tu vas faire. » Et installe-toi maintenant, quoi. En résumé, elle me disait. J'ai dit à 17 ans, c'est hors de question. Plus, j'ai fait des études un peu plutôt scientifiques. Voilà, pour moi, c'était une histoire de fou, donc je voulais pas aller chez les fous, quoi. C'était un peu cette idée-là au départ. Et ensuite, j'ai rencontré un autre médium qui m'a dit, vous êtes médium et puis vous allez pouvoir voir sans support. Vous n'avez pas besoin de vos cartes. Donc là, ça m'a vraiment fait peur parce que les cartes, c'est très rassurant. Quand je prends les cartes, là, je me dis, c'est pas moi, c'est les cartes. Et quand j'ai pas les cartes, je me dis, bon, ça, c'est des trucs, faut pas que je m'y intéresse. Et là, il me dit, vous aurez plus de cartes. Pour moi, ça m'a fait très peur. Je me suis dit ça, plus le fait qu'on me dise que je sois médium. Et j'ai dit, c'est hors de question. Je ne serai jamais médium. L'histoire nous montre que finalement, ça a changé. Mais à l'époque, j'ai tout rejeté et jusqu'à mes 25 ans, j'ai plus rien eu. Plus rien du tout. Et tu vois, quand tu dis que à 17 ans, quand les gens étaient autour de toi, que tu ne voyais que la douleur, que la souffrance, ça corrobore peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est que la médiumnité était en relation avec la souffrance que ta mère a vécue. Donc c'était suite à une souffrance que la médiumnité s'est déclenchée, et peut-être que toi, c'est pour ça qu'à l'époque, tu ne te branchais, tu n'avais que comme information que la souffrance. Peut-être. Vraiment, c'est intéressant. C'est des questions que je ne me suis jamais posées de cette manière-là. Peut-être, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus fort chez les gens. C'est-à-dire que c'est ce qui mine le plus, qui s'intègre dans le corps, qu'on voit comme des traces, comme des cicatrices, mais énergétiques. Et la joie, le bonheur, il est plus fugace au niveau des traces énergétiques du corps, pour ce que je vois. Alors peut-être que mon regard est troublé par mon histoire, peut-être. Mais dans ce que je vois, c'est vraiment le côté bonheur, c'est assez fugace et le côté souffrance, c'est ancré. C'est ma manière de percevoir en tout cas. Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je peux me connecter au bon et au moins bon. Mais les cicatrices, oui, je les vois, tandis que les cicatrices de bonheur, on va dire, entre guillemets, je les vois pas. Y a des traces, mais celles qui laissent une marque visible, c'est les souffrances. Peut-être que j'ai une capacité à m'y connecter plus facilement. Je ne peux pas dire que tous les médiums fonctionnent comme moi. De toute façon, un médium, quel qu'il soit, il a son propre vécu, il a son propre passé qui devient aussi son filtre. Bien sûr, ça c'est très important ce que tu dis et que je dis tout le temps. Dans ma manière d'être médium, je me connecte aux guides. Les guides m'envoient des informations, donc soit je les entends, je les vois ou je les ressens. Quand j'entends c'est facile, je répète. Je n'ai pas besoin de mettre un filtre particulier, sauf que les guides utilisent mon vocabulaire, ils utilisent mon dictionnaire personnel. Donc bon, il y a quand même un filtre si on veut. Et puis quand je vois ou quand je ressens, c'est moi qui dois traduire. Donc là, j'utilise un filtre. C'est pour ça que j'indique aux personnes, surtout si besoin de me poser des questions pour approfondir et de bien prendre en compte que je suis un être humain et ça passe à travers moi. Donc c'est toujours un peu filtré, évidemment, sans que je le souhaite. Aujourd'hui, tu es médium et thérapeute ? Oui. Psychologue ? Alors, le terme exact de l'école que j'ai faite, c'est psychosomatothérapeute. C'est un terme un peu long et parfois difficile à prononcer, mais il explique bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire psycho, tout l'aspect verbal, mental, intellectuel, échange verbal. Somato, c'est le corps, donc c'est une approche globale de la personne où je vais à la fois travailler sur le verbal, le mental, les structures que l'on peut mettre en place, mais aussi tout ce que le corps nous dit, sans qu'on l'écoute, l'émotionnel, et puis en tant que médium, et seulement pour ceux qui le souhaitent, le côté spirituel.
C'est-à-dire que tu scindes ta clientèle, celle qui ne veut que la thérapeute Sorine, et ceux qui veulent aussi la thérapeute et la médium, c'est ça? Exactement, il y a ce que j'appelle les thérapies guidées, c'est-à-dire que je vais m'ouvrir un peu au guide pour recevoir des informations et parfois, dans la discussion avec la personne, on part sur un sujet et là, je vais avoir un mot qui va venir. Par exemple, je ne sais pas, on va parler du travail et puis d'un coup, je vais entendre parle-lui de son père. Je vais le faire, alors que ça n'avait pas de sens dans notre conversation. Et là, on va toucher quelque chose de plus précis, alors qu'on aurait peut-être mis un petit peu plus de temps. Et puis, il y a des personnes qui veulent pas, qui veulent vraiment rester, pas d'influence des guides, on reste sur le travail de thérapie. Dans ce cas, je ne m'ouvre pas. Quand j'ai une information des guides, je la répète à la personne. Je considère qu'elle ne m'appartient pas. Je ne vois pas pourquoi les guides me donneraient des infos sur les personnes et que je devrais les garder pour moi. Ça ne me parle pas. Donc, soit je suis fermée, j'entends pas, mais si quelque chose vient, je le dis. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers cette technique, la psychosomato, alors que tu aurais pu rester simplement avec ce que tu appelles tes guides et ta médiumnité? Comme beaucoup de médiums disent, voilà, moi je reçois des informations, c'est largement suffisant pour pouvoir apporter une aide ou un accompagnement à ceux qui viennent me voir. Qu'est-ce qui fait que toi, en plus, tu as rajouté une corde à ton arc? Alors moi, j'ai fait l'inverse. En fait, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu envie de devenir psychologue, psy quelque chose. En tout cas, aller vers l'écoute de la souffrance des autres. Et là, c'est vraiment mon histoire qui me parle. Là, je suis bien convaincue que c'est la souffrance que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir des autres dans mon histoire qui m'a amenée à dire j'ai envie d'aider les gens qui souffrent. Donc ça, c'est sûr. Et la vie m'a amenée à faire d'autres choses. J'ai voulu reprendre mes études à plusieurs reprises dans ma vie, quand j'avais 19 ans. Mais on m'a proposé une opportunité professionnelle, donc finalement j'ai fait le professionnel. L'année d'après, j'ai voulu m'inscrire à la fac à distance. Pareil, on m'a reproposé une opportunité professionnelle intéressante, donc j'ai laissé de côté. Ensuite, j'ai repris des cours par correspondance pour devenir psychologue. C'était trop compliqué avec un travail, j'y arrivais pas. Et le temps a passé. Et je me suis dit, un jour, de toute façon, je serai psychothérapeute, psychologue, enfin, peu importe, ça sera mon domaine. Donc, j'ai repris des études et j'ai cherché sur Internet. Et puis, je suis souvent à l'écoute de ce qui vient. C'est-à-dire que j'ai trouvé cette école, le directeur de l'école m'a appelé, le feeling est bien passé. Et là, j'ai découvert le corps. Parce que pour moi, je voulais être psy, mais avec le mental, bien sûr. On parle, on règle les problèmes d'inconscient, de mental, mais le corps, j'avais pas du tout la perception qu'il fallait s'en occuper. Donc c'est en tombant par hasard sur cette école, mais ma recherche n'était pas le corps au départ, c'était vraiment le travail de parole. Et puis je me suis dit, de toute façon, je vais être psychothérapeute, ça va marcher, c'est sûr. J'avais vraiment confiance en moi. J'ai toujours eu vraiment confiance en moi sur mes décisions. Je prends une décision, je la fais, ça marche. Ça a toujours à peu près fonctionné comme ça. Et donc, je me suis lancée et ça n'a pas marché. Au bout d'un an, j'avais personne. Financièrement, ma situation devenait dramatique. J'avais du mal à aller faire des courses, par exemple. Je payais mon loyer, mais pour manger, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, va peut-être falloir que je retourne dans l'informatique si je me suis trompée. Et on m'a invité à un stage de développement personnel par le jeu, de découverte. C'est organisé tous les ans par les éditions Le Souffle d'Or. Et j'ai découvert le jeu de la transformation. Donc j'ai joué à ce jeu. Et donc dans ce jeu, il y a des cartes de lumière, des cartes d'ombre, donc pour voir ce qui t'empêche d'avancer, pour voir ce qui te permet d'avancer. Mon intention, j'ai l'intention d'être psychosomatothérapeute. C'était précis. Et là, en carte qui m'empêche d'avancer, je crois que c'était quelque chose dans ce sens-là. C'était tu es ralenti par ta spiritualité. Et donc, la personne qui jouait avec moi me dit « Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi ?» J'ai dit « Je vois pas du tout, ça me parle pas. » Voilà. Et donc, elle a insisté, puis j'ai dit « Bon, ok, d'accord, je suis médium, blablabla. » Et à la fin du jeu, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je sois médium et psychothérapeute. D'abord, je dois m'annoncer médium, accepter ce chemin-là, et ensuite, je pourrais être psychothérapeute. J'ai râlé encore parce que je suis un rebelle quand même. Ça, c'était en mai. Jusqu'à mi-août, j'ai dit non, ça va marcher, j'y crois. Et pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et mi-août, j'ai dit bon, ok, je cède. Ok, vous avez gagné. Je l'ai dit comme ça à voix haute un jour, j'étais énervée.
Et début septembre, mon téléphone a commencé à sonner et là, j'ai eu énormément de monde qui est venu. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, de différent. J'ai juste énoncé à voix haute, vous avez gagné, je serai médium. Aujourd'hui, le fait, hormis que ça t'apporte une clientèle, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir clamé haut et fort que tu es médium? Au début, j'ai eu un peu de mal à l'assumer quand même. Hein. C'est pas évident quand on s'est battu presque toute sa vie toute ma vie avant que je le dise, je m'étais battue contre. C'est pas forcément évident. Par contre, quelque chose qui était clair, c'est qu'à chaque fois que j'exerçais cette qualité ou cette compétence de médium, eh bien, je me sentais à ma place. Peut-être tu auras déjà ressenti ça, mais quand tu es à un endroit ou que tu fais quelque chose, et là, tu sais que tout est juste, que tu es comme si tu étais connecté au monde entier, à la nature, au ciel, aux gens, et tu sais que là, tu es pile à la bonne place. Ça, je l'avais que quand je faisais des séances. Au début, j'ai commencé par de la voyance, que quand je faisais des séances de voyance, je savais que j'étais à ma place. Donc je me suis dit, bon, quand même, je sais que c'est juste parce que je suis à ma place. Mais je veux être psychothérapeute, quand même. Depuis tout à l'heure, tu nous parles des guides. Oui. Alors j'aimerais, parce que je suis très curieux moi par rapport aux guides, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces guides. Et quand aussi tu as accepté le fait d'être médium et que tu as dit « vous avez gagné », est-ce que derrière le « vous », tu peux nous définir ce qu'il y a? Alors, à l'époque, quand je l'ai dit, j'avais pas une connexion au guide aussi forte qu'aujourd'hui, en fait. Je savais que je me connectais à des êtres spirituels, mais je n'avais pas compris que c'était des guides. Et c'est un peu après que c'est devenu beaucoup plus clair, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la personne qui vient en face de moi, c'est pas les mêmes. Tandis que si moi je leur parle, c'est toujours les mêmes. Donc j'ai compris, et puis ils m'ont expliqué ensuite, quand j'ai voulu me connecter à eux, parce que mon côté rébellion refusait de me connecter à eux toujours. Hein. Et après j'ai compris que je me connectais aux guides des personnes, c'est-à-dire pas aux miens pour transmettre des messages, mais aux guides de chaque personne qui vient. Donc les guides, ce sont des êtres spirituels qui sont là pour nous accompagner tout au long de notre vie. Ils arrivent avec nous dans le ventre de notre maman. Donc j'explique bien que le mot guide, en fonction du médium, on va l'utiliser pour donner une définition différente selon les médiums. Ma définition, c'est que ces êtres-là sont venus en même temps que nous dans l'incarnation. Donc ce n'est pas des êtres que l'on connaît. Certains me disent « Ah oui, je sais, c'est mon grand-père qui me guide ». Mon grand-père que j'ai connu quand j'étais enfant. Ben non, c'est pas possible puisque votre grand-père était vivant quand vous êtes né, donc c'est pas possible. Les défunts peuvent venir nous apporter de l'aide et nous guider, mais ce ne sont pas ce que j'appelle nos guides. Alors à l'époque, quand j'ai dit vous avez gagné, je sentais qu'il y avait plusieurs présences autour de moi, mais je savais pas dire qui exactement. Pour moi, c'est des présences spirituelles qui sont là pour nous accompagner. Ça, j'avais déjà ce sens-là. Et c'est toujours au pluriel que j'en parle. C'est pas tu as gagné, comme je pourrais dire Dieu, tu as gagné. Pour moi, c'est toujours au pluriel parce que je sens vraiment plusieurs présences. Aujourd'hui, je sais que c'était mes guides qui étaient là parce que la sensation de présence que j'avais à l'époque, j'ai la même aujourd'hui quand je me connecte à mes guides. Donc je sais que c'est eux. C'est comme ça que je le conclus. Mais pour se sentir tout à fait bien, est-ce qu'on a réellement besoin des guides ou est-ce que ceux qui ne se connectent pas à leur guide peuvent quand même être totalement sereins et totalement dans la lumière? Évidemment, il n'est pas nécessaire de se connecter à ses guides pour être dans la lumière. Ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas, après tout. Hein. Si on n'est jamais allé à la mer, on aura peut-être envie de la découvrir, mais la sensation... par exemple, moi, je suis déjà allée à la mer Morte, la sensation de flotter dans l'eau. Avant, je ne connaissais pas, ça ne me manquait pas. Maintenant, c'est une sensation à laquelle je peux me reconnecter parce que j'y suis déjà allée. C'est pas ça qui troublait ma vie ou m'empêchait d'être heureuse, par exemple.
Je dis ça parce que, est-ce que tu as rencontré des gens, parce que j'en ai rencontré, qui, à la recherche de guides, d'anges gardiens, d'archanges, etc., étaient en fuite d'eux-mêmes afin de chercher un monde extérieur à eux qui serait idyllique, qui serait le jardin d'Éden, alors qu'ils ont totalement oublié que tout se passait à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça que je te pose la question. C'est souvent qu'on peut rencontrer des gens comme ça qui sont en fuite d'eux-mêmes par la spiritualité. Oui, bien sûr, et qui s'en rendent pas compte, hein. C'est pas une fuite concrète, réelle et souhaitée, mais quelque part, ça les fait rêver un monde qui serait sans contrainte, puisque nous, on est dans un monde incarné avec des limites. Nos guides sont dans un monde désincarné où les limites, j'en vois pas, il y en a peut-être, mais j'en ai pas connaissance. Donc ça peut faire rêver, mais on n'est pas on est incarné, donc il faut vivre et traverser sa propre matière, et c'est là, pour moi, la clé du bonheur, bien au contraire. Si demain, pour X raison, cette capacité médiumnique était coupée, si demain, pour X raison, tu n'avais plus cette relation à tes guides, est-ce que ça te manquerait ? Alors, si j'avais plus cette relation, c'est sûr que ça me manquerait parce que c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui et que je vis bien. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui je peux marcher, demain j'ai un accident qui m'empêche de marcher, ça va me manquer, bien sûr. Par contre, mes guides, je ne m'y connecte pas tellement souvent. Je ne fais pas des discussions tous les jours avec eux, mais je sais qu'ils sont là et je peux les sentir. Je peux parler avec eux si je le souhaite, mais bon, moi, je suis plutôt je suis une terrienne, hein, donc j'aime bien être dans le concret. Par contre, ce que la vie m'a appris et ma médiumnité m'a appris, c'est d'avoir une autre vision de la vie. D'avoir la vision des synchronicités, de voir ce qui nous est apporté, de voir les signes. Donc si demain je ne pouvais plus contacter les guides, je pourrais quand même rester ouverte à la vie, ça ne m'empêcherait pas de le faire. Alors maintenant, je vais aborder un sujet, toujours autour de la médiumnité. Justement, nous avions un ami commun qui s'appelle Jean-Claude Carton, et il avait invité, je crois que c'est Marc Menant. Et donc Marc Menant, qui était journaliste, qui avait officié sur Europe 1, et lui, dans l'émission de Jean-Claude, disait qu'en fait, les médiums se connectaient à un coffre-fort de souvenirs de la personne, et que rien ne prouvait qu'ils étaient connectés au guide, qu'ils étaient connectés aux morts, qu'ils étaient connectés à je ne sais quoi. Alors oui, c'est une hypothèse. Après, il n'y a pas de preuve scientifique de tout ce qui est avancé, il n'y en a aucune. Il y a l'hypothèse qu'on se connecte à l'inconscient collectif, enfin, c'est ce que tu disais, bien sûr, ou même aux défunts, qu'on se connecte à un genre de mémoire et pas vraiment aux défunts en tant que tel. Ça, moi, j'en sais rien, j'aimerais bien avoir la preuve scientifique, puisque c'est quelque chose, les preuves scientifiques qui m'a toujours attirée aussi. Mais après, il y a autre chose qui se passe. Quand on est médium, il y a des évidences. Pour donner un exemple, quand tu fais un rêve, et tu vas rêver, par exemple, je sais pas, tu rêves de ton voisin, mais il a la tête de ta mère, par exemple. Mais tu sais que c'est ton voisin, pourtant il a la tête de ta mère. Donc, dans la vie, on peut se dire, bah non, c'est sa mère. Mais non, je sais que c'est mon voisin, tu vois. Donc, il y a des évidences, quand tu es médium, qui sont comme ça. Peut-être tu n'as pas l'explication logique, mais tu sais que tu es en connexion avec les guides. Pour moi, c'est devenu complètement une évidence et intégré. Après, si demain, on détecte que finalement, on fait de la transmission de pensée avec les gens, ok, après tout, pour moi, peu importe. C'est ma croyance et j'oblige personne finalement à me suivre. Et la croyance de quelqu'un d'autre va me dire « Ah mais non, tu parles pas au guide, tu dois parler aux anges. » Ou « Non, tu parles à la conscience. » Peu importe. Hein. Le message qui est transmis est transmis et la personne vient pour le recevoir. Après, comment ça marche, j'aimerais bien, mais j'ai arrêté de me torturer l'esprit à chercher cette réponse-là. Maintenant, je fonctionne vraiment avec mon ressenti personnel. Je vais te donner un autre exemple d'un clairvoyant qui, justement, en regardant un médium sur YouTube, une séance médiumnique, les gens apportent des photos, le médium tape sur la photo en disant c'est qui, etc. Et puis le médium commence à raconter la vie du défunt. Et le clairvoyant dit, en fait, le médium n'est pas du tout connecté au défunt, mais il est connecté à des entités dans le bas astral qui se nourrissent de l'émotion humaine. La vie du défunt devient comme un livre ouvert, tout le monde peut lire, et ces entités connaissent toute la vie par cœur, et elles passent à travers le médium, et à ce moment-là, ça va faire pleurer la maman, le fiston est décédé, et les entités viennent se nourrir de l'émotion.
Est-ce que toi, ça te parle aussi? Est-ce que tu en as entendu parler de ça? Ben, ça me parle et puis c'est réel. Ce que tu dis, c'est très juste. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que c'est du 100%. Quand on est médium, il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire avoir. Parce qu'il y a des entités qui se font passer pour des guides. Il y a des entités qui se font passer pour des défunts. Avec l'expérience, on arrive à avoir nos techniques personnelles pour les détecter, en fait. Hein. C'est pas le même ressenti. Mais moi, ça m'est arrivé de me faire avoir au départ. Il m'a fallu, avec une personne, 2 ou 3 séances avant de détecter qu'en fait, c'était pas... Je parlais pas vraiment au guide de la personne, mais je parlais à un défunt qui voulait hanter, entre guillemets, hein, une personne de base astrale qui était connectée pour empêcher la personne vivante d'avancer dans sa vie. Et donc, donner tout un tas d'informations qui étaient justes, mais dit d'une manière suffisamment fine pour que la personne, ça l'empêche d'avancer quelque part. Donc on apprend, bien sûr, quand on est médium, au départ, on ne sait pas tout. Il n'y a pas une université de médium pour nous apprendre ce genre de choses. Mais ça, je suis d'accord, bien sûr que ça arrive. Mais de dire que c'est tout le temps, là, je ne suis pas d'accord. La question suivante, c'est quelle est la limite de la médiumnité, justement, par rapport aux personnes qui viennent te voir? Quelles sont les limites que tu te donnes? Alors, les limites, à mon goût en tout cas, les limites de la médiumnité, c'est qu'on n'est pas là pour vivre la vie des gens à leur place. C'est-à-dire qu'on peut donner un message, mais la manière dont la personne va le vivre, c'est à elle de le vivre. On peut en discuter avec elle, évidemment, pour que l'interprétation ne soit pas à côté. Parfois, on donne un message positif et il est entendu d'une manière négative. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler, pour voir si la personne a bien saisi. La limite aussi très importante pour moi, c'est de ne pas tomber dans l'addiction de la médiumnité. Parce que ça, c'est tellement facile, je suis désolée même de le dire, mais c'est très facile. Si on veut rendre addict et avoir une clientèle plus florissante, c'est facile. Mais pour moi, c'est impensable, impossible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « Bon, je peux revenir dans 2 semaines, dans 3 semaines. » Non, non. Il faut attendre 6 mois, 1 an parfois avant de refaire une séance. Ça sert à rien, vous allez revenir pour que je redise la même chose et puis vous allez ouvrir la fenêtre et jeter l'argent par les fenêtres et moi je la ramasse en bas, quoi. C'est un peu l'image. Pour moi, ça c'est très important. La médiumnité doit amener à rendre les gens autonomes et pas complètement dépendants du médium. Et moi, dès qu'on arrive à la dépendance, je travaille pour l'indépendance. Et puis, dans ma personnalité, je ne supporte pas qu'on dépende de moi, en fait. Et quelle est la limite de la psychologie, enfin la psychosomatologie? Pour moi, c'est très égal avec ce que je viens de dire. Quand je te disais ça sur la voyance et la médiumnité, je me disais, mais en psychothérapie, on pourrait dire la même chose. C'est rendre la personne autonome. Alors la différence, c'est qu'ici, on va aller visiter l'histoire de la personne. En prenant conscience de comment on a été constitué entre nos 0 à 8 ans, puisque c'est l'âge où on se constitue pratiquement à 100% notre personnalité. Donc en revisitant ces époques-là, et en les transformant, c'est la résilience, en transformant ce que l'on a pu vivre de traumatique et changer nos schémas de base, on va pouvoir évoluer et de manière autonome pouvoir avancer sur notre vie vers un mieux-être. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et toi, je ne sais pas si tu es en thérapie, je ne sais pas si aujourd'hui tu continues à voir un thérapeute, mais tu irais plutôt voir un psychosomatothérapeute ou tu irais plutôt voir un médium pour avoir des réponses? Moi, plus un psy. Et d'ailleurs, je vois un psy parce qu'en tant que psychosomatothérapeute, j'ai une obligation de suivi. Donc, je continue et je continuerai certainement toute ma vie à voir un psy parce que j'exerce ce métier-là et que c'est vraiment important. Et j'irai pas voir un médium. D'ailleurs, c'est drôle d'être un médium qui n'ira pas voir un médium. J'ai vu, donc à mes 17 ans, là, l'amie de ma mère dont j'ai parlé, et j'ai vu à, je sais pas quel âge j'avais, enfin peut-être il y a 7-8 ans, non plus, une dizaine d'années peut-être, une médium qui se connecte au guide, qui fait du channeling et qui voit les vies antérieures. Et depuis, il me semble pas, non, j'ai vu personne depuis, parce que, comme je l'ai dit, je suis très terrienne, moi j'ai besoin et puis je suis très, j'ai besoin de gérer ma vie toute seule en fait, donc
C'est vrai que parfois, quand je vois mes séances, je me dis, ah, c'est vrai que j'aimerais bien voir quelqu'un comme moi. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand je vois qu'on arrive à des résolutions, je me dis, ça pourrait être bien. Mais mon psy doit être ouvert. Il faut que j'ai un psy qui que je puisse lui dire, ah, j'ai parlé avec un défunt aujourd'hui, ou j'ai parlé avec les guides, et qui soit là, bien à m'écouter, plutôt que de se dire, bon, faut que j'appelle l'institut psy. Et donc, bon, là, j'ai mon psy depuis un petit moment, mais sinon, quand j'ai cherché un psy pour changer, première question que je lui dis, je suis médium, je vois les défunts, je parle au guide et tout va bien. Donc, si vous êtes apte à l'entendre, je viens, sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Voilà. Quand vous allez voir un psy, c'est important que vous lui disiez les choses qui vous tiennent à cœur et de voir si vous sentez que le psy répond à ça. Sinon, c'est pas la peine d'aller voir quelqu'un où vous allez avoir l'impression d'être jugé sur ce que vous êtes. Tu parlais que tu avais été voir une femme qui parlait des vies antérieures. Toi-même, tu le fais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette notion de la réincarnation ? Oui, alors je peux dire son nom, cette personne-là, parce que je la trouve assez fantastique. C'est Christelle Pizzalis, elle est à Lyon. Donc, comme ça, tu auras l'information. Et oui, sur les vies antérieures. Alors, moi, je travaille sur les vies antérieures aussi, c'est-à-dire que je crois en la réincarnation, évidemment, puisque je travaille sur les vies antérieures. Et je vois les vies que l'on a eues passées. Alors, on n'est pas forcément un homme ou une... Enfin, on ne reste pas homme pendant toutes ces incarnations, femme pendant toutes ces incarnations. Bon, c'est un long sujet, hein. Et je vois vraiment physiquement, c'est-à-dire que je vois la personne en 3D, la personne que vous avez été dans la vie passée, je la vois en 3D, et puis je vais me connecter à son histoire. Donc l'être que vous avez été vient me parler en quelque sorte, hein. C'est comme si j'étais projetée dans le film de la vie quelque part. Et connaître nos vies passées permet de prendre conscience de choses que l'on vit dans notre vie actuelle et que l'on doit dépasser. Donc quand j'ai été voir Christelle Pizzalis, moi, par exemple, j'ai toujours été attirée par l'époque médiévale. Et un jour, j'ai essayé une robe de cette époque. Et en la passant, je me suis mise à pleurer. Comme si j'étais chez moi et en même temps, j'étais très triste. L'ami qui était avec moi ouvre la cabine et me dit « Alors, elle te va bien ?» Et il me voit en pleurs. Et je lui dis « je sais pas ce qui m'arrive. C'est la robe. » Il me dit « alors, on l'achète. » Ok, d'accord. Donc, on a acheté cette robe. Et depuis que je suis enfant... j'ai une grosse attirance pour la religion chrétienne, les croix, et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais être croyante dans la religion chrétienne, soit pour être sœur, et prier toute la journée. Voilà, pour moi, je me dis, ça doit être génial d'être à genoux en regardant la croix et de prier. Et en même temps, très honnêtement, je me dis, non, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, je me suis sentie toujours tiraillée. Et puis, dans l'éducation familiale, je n'ai pas du tout eu d'éducation chrétienne. Je viens d'une autre confession, donc aucun rapport. Mais j'en ai jamais parlé parce que c'était un peu bizarre dans ma famille de dire « je rêverais d'aller prier la croix du Christ ». Et bref. Et c'est une attirance qui me gênait un peu. J'avais du mal dans les églises, enfin bref. Et là, Christelle, elle me dit, je vous vois, c'est l'époque médiévale et vous avez une robe. Elle me décrit la robe que j'ai achetée, pile. Et puis elle dit, vous êtes une femme très pieuse, vous passez énormément de temps dans la journée à être agenouillée devant une grande croix avec le Christ et vous priez pendant des heures. Elle dit, vous n'êtes pas une religieuse, mais vous priez pendant des heures. Ça n'a pas révolutionné ma vie, mais ça m'a libérée. C'est-à-dire que maintenant, je sais pourquoi j'ai ce désir et cette attraction. Je sais qu'il n'appartient pas à ma vie actuelle, mais c'est quelque chose qui m'a tellement apporté dans une vie passée que je m'y reconnecte peut-être quand je ne vais pas bien. Je me dis, ce serait génial d'être croyante parce que je l'ai vécu. Donc, moi, ça m'a... Et puis, elle m'a parlé d'autres vies, mais celle-ci, je trouvais que c'était assez étonnant puisqu'elle ne me connaissait pas du tout. Elle ne pouvait pas deviner que j'aimais cette époque et que j'avais ça en moi. Quand on vient me voir pour une séance comme ça, on ne m'explique pas sa vie, hein. C'est bonjour, et ensuite je me connecte aux vies antérieures et je raconte une histoire, l'histoire de la personne. Donc là, je lui dis, dans une vie passée, vous étiez une femme de chambre, enfin bonne, je ne sais pas le terme exact, dans un grand manoir, et c'était un homme seul qui vivait dans ce manoir-là, et il fallait que le ménage soit toujours nickel, c'est-à-dire que quand il rentrait, il passait son doigt sur partout, et s'il y avait une miette de poussière, il a tabassé, hein, pour être très clair. Donc quand je vous dis ça, c'est-à-dire que moi, j'ai les images en direct, je suis là et j'assiste à la scène. Donc à vivre en tant que médium, c'est parfois difficile, hein. Il y a des scènes qui sont dures
à voir. Et il avait des violences physiques, il la violait, enfin bon bref. Et elle avait une enfant et elle avait peur pour son enfant, donc elle préférait se mettre entre lui et son enfant pour pas qu'il l'approche. Bon. Et elle est morte sous les coups de cet homme-là, dans une vie passée. Et donc dans sa vie, donc quand je lui raconte ça, elle a été prise d'une forte émotion et elle me dit mais c'est incroyable. Elle dit c'est un truc que j'ose dire à personne, mais je fais le ménage 2 à 3 fois par jour, par jour selon le moment où elle est chez elle, mais dès qu'elle peut, elle fait le ménage. Et elle me dit sincèrement, ma vie, c'est comme si ma vie en dépendait, comme si j'allais mourir s'il y avait une miette de poussière. À la lueur de son histoire de vie passée, on comprend pourquoi, mais elle pouvait pas comprendre pourquoi. Il faut savoir que cette personne, son métier, c'est psychologue et qu'elle a fait une thérapie pendant des années pour régler ce problème. Et elle n'arrivait pas à le régler. Et comme quand elle était enfant, sa mère l'a forcée à faire le ménage et qu'il fallait que ça soit très propre, du coup, elle a cru que c'était par rapport à sa mère. Donc, elle lui en voulait. Et depuis cette séance de vie antérieure, elle a fait le distinguo entre les deux. Donc, elle s'est rapprochée de sa mère, elle lui en veut moins, du coup. Enfin, elle lui en veut plus même, on peut dire. Pourquoi ? Parce que sa mère, elle a été là pour réveiller cette vie antérieure. Donc, il fallait que quelqu'un puisse être là pour rappeler quelque chose de la vie passée, pour le dépasser. Dans cette vie-là, elle peut arrêter de faire le ménage avec cette intensité et elle ne va pas en mourir. Et elle l'expérimente. Donc, elle fait quand même le ménage plusieurs fois par semaine, mais c'est plus plusieurs fois par jour. Et une fois, elle m'a dit j'ai laissé la vaisselle dans l'évier, je ne l'ai pas fait et ça ne m'a rien fait. Et bien, ça, c'est une grande victoire. Pour moi, c'est très important. Est-ce que justement, puisque toi tu travailles sur les vies antérieures, est-ce que des personnes peuvent devenir addictes aussi à vouloir connaître des dizaines de vies antérieures ? Alors, j'ai jamais eu ce cas-là. Au contraire, quand je fais ces séances-là, donc c'est des séances qui sont longues, ça dure 1h30, et puis on voit aussi l'incarnation, qu'est-ce qu'on doit résoudre dans cette vie. Alors j'en profite pour dire quelque chose d'important. Ce qu'on doit résoudre, pourquoi on s'est incarné ? Tout le monde s'imagine des missions pas croyables. Je dois devenir l'abbé Pierre, je dois être sœur Emmanuel, ou je dois être président de la République. Non, les missions de vie, parfois c'est simplement de se libérer de l'emprise de quelqu'un. On s'est incarné pour ça. Alors on se dit je ne vais pas être grand directeur d'une boîte. Après si vous voulez, mais la teneur de votre incarnation, c'est plutôt quelque chose dont il faut se libérer pour que l'âme évolue. Parce qu'il y en a qui sont un peu déçus parfois quand ils disent c'est tout. Je dis ok, mais est-ce que c'est facile pour vous ? Non, c'est super dur. Donc c'est pas tout, c'est beaucoup. Et j'ai oublié le fil, oui, est-ce qu'il y a des gens qui sont addicts ? Eh bien non, alors j'en ai jamais rencontré pour les vies antérieures, c'est drôle. Ils reviennent parfois au bout d'une année, mais ce que je trouve assez génial, c'est que les gens avec les vies antérieures, on enregistre les séances, parce que ça va trop vite pour tout retenir, et je les vois revenir 6 mois, 1 an après, ils me disent c'est bon. Alors au début je disais que se passe-t-il ? Et ils me disent j'ai écouté la séance et maintenant j'apprends plus rien quand je l'écoute, donc je reviens vous voir pour avoir un nouvel apprentissage. Donc en général c'est quand ils ont dépassé qu'ils reviennent. Une dernière question Sorine, parce que l'heure passe. Oui. Cette dernière question c'est aujourd'hui, quelle est ta croyance par rapport à un Dieu, par rapport à la vie ? Quelle est ta philosophie de vie ? Alors moi, je crois en l'univers, à la vie, je crois en la nature, je crois aux êtres spirituels. J'arrive pas à dire que je crois en Dieu, parce que... alors oui, si Dieu c'est la nature, oui, si Dieu c'est... Voilà, pourquoi pas. Mais Dieu c'est un. Et pour moi, c'est trop limité dans ma croyance. Je crois vraiment en des univers différents, il y a plein d'univers différents. Donc ça fait beaucoup de monde pour dire je crois en Dieu. Moi, je crois en ce que j'ai dit, l'univers, les guides, la nature, les énergies. Voilà, c'est vaste. L'heure des sages. L'heure des sages.